On va gentiment commencer. Est-ce que... Allô? Est-ce que c'est bon? Allô? Vous m'entendez? Non. Ici maintenant, ça va mieux? Ça va un peu mieux. Bon, écoutez, on va commencer parce que, voilà, c'est très bien. Alors, Majesté, chers membres et amis de la CES, bonsoir et merci d'être parmi nous et d'être venus. Nous avons l'immense plaisir de recevoir professeur Randa Sabri, qui nous arrive en fait du Caire, aujourd'hui ou hier, voilà, très bien, mais qui connaît bien Genève pour y avoir vécu quand elle était jeune, petite. Voilà, alors Randa Sabri est professeur émérite de critique littéraire. C'est au département de langue et de littérature française de l'Université du Caire qu'elle a fait sa carrière et elle a aussi enseigné comme professeure invitée à l'Université de Tours et à Paris, 4 Sorbonne. Dans un premier temps, ses travaux ont porté en priorité sur des questions de théorie littéraire, dans un ouvrage qui est relatif aux stratégies discursives, digression, transition, suspens, voilà, paru aux presses de l'École de hautes études en sciences sociales. Et donc, elle a écrit divers articles parus aussi dans la revue Poétique sur des sujets comme le théâtre de Marivaux, la fable, la relation littérature-peinture, et j'en passe. À partir de 2005, elle s'est orientée vers la traduction littéraire, donc de l'arabe en français, et ses principales traductions ont été publiées en France, ce que nous conta Issa ibn Hisham et 3 Égyptiens à Paris, de Mohammed el-Mouelhi, oui, La Passion de Hallaj, de Salah Abdel Sabour, l'univers à Paris de Ahmed Zaki Pacha et donc de ce dernier également l'ouvrage qui s'appelle Le départ pour le Congrès et Lettres d'Europe. Et simultanément, elle tente une revalorisation et une analyse des récits de voyage de plusieurs intellectuels égyptiens et libanais partis en Europe au temps de la Narda, à travers notamment le collectif Voyager d'Égypte vers l'Europe et inversement, Parcours croisé, et c'est paru en 2019 chez les classiques Garnier. Mais également dans une série d'articles parus dans Arabica sur Fares al-Shihyak, Amin Fekri, Hassan Tawfi, Al-Adl, Ahmed Zaki Pacha, etc. Et tout récemment, elle a coordonné avec Sarga Moussa, qu'on connaît bien ici aussi, une anthologie intitulée Le Canal de Suez au prisme de la littérature et de l'histoire. Donc une anthologie qui va de 1850 à 1975 et qui vient de paraître aux éditions UGA. Et donc ce soir, nous allons nous intéresser plus particulièrement à l'Europe, vue et racontée par les intellectuels égyptiens de la Narda entre 1830 et 1950. Je laisse la parole au professeur Randa Sabri et vous souhaite une excellente soirée. Oui, alors je remercie vivement Madame Jehan Mourtar Brandt pour cette présentation, pour son accueil, comme je remercie l'association Suisse-Égypte pour son aimable invitation. Je me trouve très flattée
de parler, de prendre la parole dans cette société littéraire de Genève. Je vous remercie tous pour votre présence. Je remercie tout particulièrement Sa Majesté le roi Fouad II, qui, comme vous le savez, jouit d'une très grande popularité en Égypte. Et je n'oublie pas non plus Madame Azahekel qui a suggéré mon nom pour cette conférence, et nous avons 1 heure pour voir si elle a eu raison ou pas. Alors, en matière de récits de voyage au XIXe siècle, l'opinion la plus répandue, c'est que le privilège de voyager est réservé aux Européens et qu'entre l'Europe et l'Orient, le sens de l'itinéraire va plutôt de Paris, Londres, Berlin vers le Caire ou la zone du Canal, et non l'inverse. Et d'ailleurs, en publiant son anthologie intitulée « Le voyage en Égypte », par exemple, Sarga Moussa, dont on a fait allusion, auquel on a fait allusion à l'instant, n'a eu que l'embarras du choix, je dirais, pour remplir les 1000 pages de cet ouvrage avec des extraits de Chateaubriand, Nerval, Lamartine, Gautier, Flaubert, mais aussi de nombreux écrivains d'autres pays européens. Alors, le phénomène du voyage en sens inverse, c'est-à-dire d'Égypte vers l'Europe, est beaucoup moins connu, et cela très injustement. Alors, Anwar Louqa, intellectuel égyptien que certains ont connu ici et qui a vécu en Égypte, a cependant essayé en 1970 de sortir ces voyageurs de l'oubli en publiant Voyageurs et écrivains égyptiens en France au XIXe siècle. C'est bien entendu un précurseur, mais son livre présente, je dirais, 2 petits défauts. D'abord, le fait de s'en tenir uniquement à la France comme pays de destination, alors que plusieurs voyageurs égyptiens ont fait un tour d'Europe. Et le deuxième petit défaut, c'est le fait de s'en tenir à des chapitres monographiques, autrement dit, à des chapitres axés sur un auteur ou une œuvre, où il résume les thèmes abordés par chaque voyageur sans jamais proposer d'extraits traduits, alors que c'est par leur style, la variété des petits détails, la curiosité, le sens de l'observation propre à chaque écrivain que ces récits sont passionnants et attachants. À ce propos, alors Madame Monique Haïd a avec elle un exemplier que je vous ai préparé avec des extraits justement de certains auteurs dont je vais parler, et je me suis dit, même si je n'ai pas le temps de lire ces extraits, ça vous restera comme un petit souvenir. Si vous pouvez les distribuer maintenant, oui, les distribuer maintenant, parce que je ferai allusion au fur et à mesure que je parlerai d'un auteur de tel ou tel extrait. Donc ce sont 2 lacunes, enfin ces lacunes que nous avons remarquées chez Anwar Louqa, 2 lacunes que nous avons tenté de combler dans des collègues à moi et une équipe également française, dans un colloque qui s'est tenu à l'université du Caire et qui a pour titre « Voyager d'Égypte vers l'Europe et inversement, parcours croisé », dont les actes ont été publiés, comme vous le voyez ici, chez Classique Garnier en 2019. Alors aujourd'hui, je pense vous présenter un panorama de ces voyageurs partis en Europe avec un focus tout particulier en fin de parcours sur les Égyptiens qui ont visité certaines villes suisses, Genève, Lausanne, mais aussi Berne, Lucerne, Interlaken. Alors, la présentation suivra un ordre plus ou moins chronologique, mais auparavant, j'aimerais juste pointer du doigt les différents motifs qui peuvent être à l'origine du voyage. Alors, on peut partir pour poursuivre des études, recevoir une formation, ou bien encore enseigner, ça c'est moins connu, comme professeur attitré dans un département de langues orientales, par exemple Ayad et Tanta, où nous le verrons, enseignera à l'université de Saint-Pétersbourg, ou bien encore trouver refuge dans un pays en tant qu'exilé. Et puis alors, il y a le tourisme, bien entendu, soit pour visiter une exposition universelle, enfin les expositions attiraient énormément de monde, ou bien assister à un congrès des orientalistes, c'est le cas de Ahmed Zaki Basha par exemple, soit pour satisfaire aussi une curiosité pour un pays mal connu encore en Égypte. Labib El-Batanouni par exemple va en Espagne, Mahmoud Rashad en Russie,
et qu'elle part pour la Suisse et pour l'Europe orientale. Nous y reviendrons bientôt. Mais je dirais, même s'il y a des motifs ou des raisons différentes, lorsqu'on se plonge dans les récits eux-mêmes, on s'aperçoit que quel que soit le motif du voyage, et parfois plusieurs motifs s'entrelacent dans un seul voyage, l'attitude du voyageur pendant la Norda ou Renaissance arabe est toujours à peu près la même, c'est-à-dire faire profiter ses compatriotes restés au pays de tout ce qui a frappé son attention dans tous les domaines possibles. Alors ça va de l'urbanisation au système scolaire, de la vie artistique et culturelle aux récentes inventions, des relations sociales, aux usages commerciaux, financiers, etc. Et tout cela dans le but avoué de fournir des idées nouvelles que l'on pourrait acclimater en Égypte en modifiant certaines choses, ou parfois présenter des repères à des visiteurs à venir, ou tout simplement pour informer et faire des comparaisons entre Orient et Occident. Alors je commence bien entendu par le plus célèbre de ces voyageurs, à savoir Rifaa Tartawi. Chaque fois, je mets, si vous voulez, le portrait du voyageur à gauche et à droite quelques informations sur sa vie. Alors, je n'ai pas le temps de tout présenter, mais voilà, vous pouvez lire et en même temps, je présente son importance par rapport au voyage. Alors, le plus curieux dans son cas, c'est qu'au lieu de se limiter à son rôle d'imam auprès des 44 membres de l'école égyptienne de Paris, qui est partie donc en 1826 et qui est la première mission scolaire égyptienne de chercheurs, enfin d'étudiants égyptiens, il se montre le plus performant de ceux qui ont été envoyés pour se former, dit-il, aux disciplines modernes sous le patronage d'Edm Jomard. Jomard étant un des savants qui a fait partie de la campagne d'Égypte et qui a accompagné donc Bonaparte. Et ensuite, il s'est chargé de la formation de ces Égyptiens, de ces étudiants égyptiens. Alors, Rifaa Tartawi travaille encadré dans un système de surveillance très strict requis par Mohamed Ali. Et dans son best-seller, si l'on peut dire, Takhlis el-Ibriz fi Talkhis Paris, ce qu'on pourrait traduire par de l'or raffiné pour un Paris en résumé, livre traduit par Anouaj Louqa sous un titre plus bref, L'or de Paris. Eh bien, dans ce livre, Rifaa se montre très prolixe sur ses lectures, les traductions qu'il a pu faire, mais il adopte un discours, disons, plutôt impersonnel lorsqu'il expose des informations générales sur Paris, sur les mœurs des Parisiens tels qu'il les comprend, leurs usages vestimentaires, alimentaires, langagiers, éthiques, familiaux, professionnels, leurs passe-temps. Il parle beaucoup du théâtre, et d'ailleurs le mot masrah n'existant pas encore, il dit théâtre et spectacle dans son texte. Il parle des bals en montrant que le bal, qui pouvait être compris comme étant quelque chose de très licencieux, en Égypte, selon la mentalité égyptienne, il dit que tout se passe en tout bien et tout honneur. Bon. Ensuite, il parle des promenades, de la pratique religieuse, ou plutôt de l'indifférence totale des Parisiens à la pratique religieuse. Il montre par exemple qu'ils mangent allègrement de la viande pendant le carême, etc., etc. Alors son attitude est celle d'un ethnographe, dirions-nous, et non d'un diariste ou de quelqu'un qui parle chaque jour de lui-même et de son expérience personnelle. Les descriptions sont rares, il parle des bibliothèques, du jardin des plantes par exemple, mais ces descriptions ne sont pas très longues. En revanche, une vingtaine de pages est consacrée à la narration d'un événement de taille auquel ils ont assisté, c'est-à-dire à la Révolution de 1830. Et là, dans les pages même de son livre, apparaissent les cris de la rue, à bas le roi, à mort le roi, qui était prononcé à l'époque, effectivement. Et il faut dire que cette révolution apparaît à Rifaa comme un châtiment du ciel à l'encontre de Louis-Philippe en raison des crimes entraînés par la conquête de l'Algérie.
J'en viens maintenant à un autre voyageur qui, lui, est parti pour la Russie. Alors, à l'origine, c'est un grand linguiste, un spécialiste de rhétorique formé à Al-Azhar. Et lui est beaucoup moins connu. Pourquoi? Eh bien, sans doute parce que, contrairement à Rifat Tahtaoui, dont je parlais à l'instant, qui a accompli une œuvre énorme à son retour de France, par exemple, la création de l'école de langue, ce qu'on appelle la Madrasat al-Alsun, en 1835, ou bien encore il a créé le bureau des traducteurs en 1841, sans compter la création de revues éducatives et de vulgarisation. Ayad Tantawi, au contraire, a été victime de son succès, je dirais, auprès des Russes. En effet, parti pour enseigner la langue et la littérature arabe à l'université de Saint-Pétersbourg, il obtient des résultats tellement probants qu'on le couvre de récompenses et d'honneurs et on le retient, même contre son gré, jusqu'à ce qu'il meure de froid, littéralement, à 51 ans. Alors, tout en enseignant l'arabe, il apprend le russe et parvient à s'imprégner de la culture du pays. Son récit, je traduis immédiatement, don précieux aux astucieux chroniques de Russie, comporte en gros 3 grandes parties. Un journal de bord de son trajet du Caire à Saint-Pétersbourg, avec une escale importante à Odessa, une description de Saint-Pétersbourg même, j'ai essayé de trouver une lithographie un peu ancienne, suivie alors d'une biographie de Pierre le Grand, fondateur de Saint-Pétersbourg, qui débouche sur un parallèle entre ce grand tsar et Mohammed Ali. Ici, vous avez le portrait célèbre de Mohammed Ali par Auguste Couder. Et selon lui, le point commun, c'est que tous deux sont engagés dans une modernisation au pas de charge de leur pays dès leur arrivée au pouvoir. Une autre grande division du livre regroupe des chapitres ethnographiques sur les différentes classes sociales, la religion des Russes. Et là, vous pouvez voir dans l'exemplier, c'est l'extrait numéro 1, où il parle de cette religion en donnant quelques détails sur l'attachement aux icônes, par exemple, ou bien comment est fait le signe de la croix chez les orthodoxes. Il parle également des fêtes chez les Russes, leurs usages vestimentaires, le mariage, le commerce, les loisirs, la vie culturelle, le théâtre, là aussi, la musique. Il montre que les Russes sont passionnés par les jeux de cartes, etc., etc. Il parle aussi des progrès scientifiques et techniques, de la langue russe, et cela toujours avec une grande empathie pour, disons, la culture de l'autre. Alors, j'en viens maintenant à Ali Mubarak. Alors, Ali Mubarak est un des grands hommes de la Nahda, on peut dire qu'il appartient, lui, contrairement à Rifat Tahtaoui, qui était plutôt dans ce qu'on appelle les sciences humaines, disons, lui, il appartient à la catégorie qui va partir en France, mais pour se préparer à entrer dans les écoles d'artillerie, d'état-major, Polytechnique, etc. Il restera 5 ans en France, à l'école militaire de Paris, puis de Metz, et à son retour, il occupera plusieurs fois, il occupe toutes sortes de postes importants, mais le plus important, c'est peut-être celui du ministère des Travaux publics. Il est connu également, on l'appelle le père de l'enseignement, parce qu'il a voulu créer, à la place de l'enseignement des koteb et coraniques, si vous voulez, eh bien, un enseignement basé sur l'apprentissage de différentes disciplines. Alors, il fait paraître en 1882 un récit de voyage fictif dont le protagoniste, le cheikh azhariste Alameddin, là vous avez la couverture du livre donc dans la version originale, Alameddin, qui donne son nom à l'œuvre, entreprend avec son fils
l'adolescent Burhan Eddin et un orientaliste anglais, un périple qui les amènera jusqu'à Fontainebleau. Normalement, ils devaient aller jusqu'à Londres, mais l'œuvre est inachevée. Alors, ils sont accompagnés d'un marin français qui a un très grand sens pratique et qui apporte beaucoup de vivacité par ses récits personnels au roman. Alors, ce roman encyclopédique en 4 volumes, inspiré librement de l'expérience de Ali Basha Mubarak, est divisé en veillées. Alors des veillées dont les unes ont une teneur narrative pour raconter les péripéties liées à chaque étape du voyage et dont les autres présentent sous forme de dialogue toutes sortes de sujets. Les protagonistes devisent, débattent entre eux de sujets au hasard de ce qui se présente à eux. Par exemple, le chemin de fer, lorsqu'ils vont en chemin de fer, justement, du Caire à Alexandrie. Et vous savez certainement que l'Égypte est un des premiers pays, le premier pays en Afrique et au Moyen-Orient à s'être doté d'un réseau de chemin de fer, d'abord, un peu avant le règne du Khedive, et puis ensuite le Khedive Ismaïl a fait un très gros travail là-dessus. Donc il parle des bienfaits des chemins de fer, de la poste, de tous les avantages qu'on tire du voyage. Lorsqu'ils font la traversée jusqu'à Marseille, ils parlent de la mer de ses merveilles, des volcans lorsqu'ils approchent du Vésuve, des femmes en regardant les femmes qui sont sur le bateau, de l'enseignement et de l'apprentissage. Ensuite, à Marseille, ils vont au théâtre, et là, vous avez un extrait qui est l'extrait numéro 2. Alors, c'est Burhan Eddin, l'adolescent qui va avec l'anglais et le marin Jacob, donc, qui se rendent au théâtre. Mais, alors, la surprise, c'est que, comme il est habillé à l'oriental, le spectacle, en quelque sorte, est plutôt dans la salle, c'est-à-dire tout le monde se retourne pour le regarder, lui poser des questions, etc., à l'entracte, et ainsi de suite. Ensuite, on parle des cafés, des foires populaires, des cérémonies de funérailles avec une comparaison entre la France et l'Égypte, les salons mondains, les jeux de hasard, la diversité des coutumes, etc. etc. Donc, plein de sujets. Alors, avec Amin Fekri et son père, Abdallah Fekri, on revient au récit de voyage comme expérience personnelle. Ils rédigent en effet ensemble un livre qui ne sera signé finalement que du nom d'Amin Fekri. Et ce livre, c'est le guide des esprits éclairés vers l'Europe et ses beautés, autrement dit, Irshad el-Alib ila Mahasin Europa. Et vous voyez que dans les titres, en général en arabe, c'était une sorte de coquetterie de créer une rime intérieure, donc Alib, Europa, etc. Presque tous les titres sont ainsi faits, c'est pour ça que j'ai essayé. Oui, c'est à la fois le cœur et l'esprit éclairé. Il y a les deux sens. Oui, exactement. Vous avez tout à fait raison. Il y a aussi le sens de cœur. Voilà. Disons que le livre sera signé uniquement par Amin Fekri, car entre-temps, son père est mort et il n'a laissé que quelques feuillets, des notes éparses. Alors, Amin reprend tout cela. Et il ajoute beaucoup de développement. Amin Fekri est un magistrat de formation qui, il travaille dans le droit et il connaît la France depuis sa jeunesse. Pourquoi ? Eh bien parce que le Khedive Ismaïl avait imposé le français comme langue obligatoire dans certaines carrières, dont les carrières juridiques. Et donc, il était venu à 20 ans pour parfaire ses études de droit à Paris. Quant à son père, qui a occupé des fonctions importantes, ministre de l'Éducation, entre autres, eh bien, nous trouvons sa trace dans certains passages qui sont très littéraires parce qu'il avait un très beau style. Alors, ce qu'il y a de particulier dans leur cas, c'est qu'ils entretiennent un tour d'Europe avec 2 buts bien précis. L'un, d'assister à l'exposition universelle de 1889 qui se tient à Paris. Vous voyez là la tour Eiffel qui venait d'être achevée et le Champ de Mars occupé,
par toutes sortes de bâtiments. Et après avoir donc visité plusieurs villes d'Italie, il reste à Paris 3 semaines entières. Celui-là, je pense qu'il se passe, je suis vraiment désolé. Pour voir le plus de choses possibles. Et leur récit, donc le guide des esprits éclairés, contient des descriptions très riches et très documentées de toutes sortes de monuments phares de l'exposition, la Tour Eiffel bien entendu, qui devenait le clou de l'exposition, mais aussi le Trocadéro, les différents palais d'un faste inouï qui disparaîtront à la fin de l'exposition, comme la galerie des industries diverses que vous voyez ici. Il y avait aussi le palais de la mode, de la céramique, de la joaillerie, des pavillons très nombreux de tous les pays, et la fameuse rue du Caire. Alors, qu'est-ce que la rue du Caire? C'est la reconstitution d'une ruelle dans un quartier, enfin, telle qu'elle pourrait se présenter dans un quartier populaire égyptien, bordé de 44 maisons avec des moucharabiés très bien choisis, enfin d'un très beau travail, ainsi que les portes. Tout cela avec des échoppes où l'on pouvait acheter des bijoux, des épices, des parfums, des confiseries. Et on pouvait aller, alors ça c'était la grande attraction, hein. La grande attraction, c'est qu'on pouvait aller d'un bout à l'autre de la rue à dos d'âne, et puis les cris des âniers complétaient l'illusion. Mais on a fait tellement travailler ces pauvres âmes qu'ils sont tous morts et n'ont pas pu regagner l'Égypte. Bon. Alors, les Égyptiens de Paris se retrouvaient dans le café somptueusement meublé du Cheikh Moussa Fadib de Khan el-Khalili. Alors, vous trouvez dans l'exemplier tout un passage sur cette rue du Caire. Voilà. Et donc, pour Amin Fekri, disons que Moussa Fadib est l'un des rares commerçants de l'époque à avoir le sens du business et à savoir comment faire des bénéfices. Et d'ailleurs, il était un des grands habitués des expositions universelles depuis le Crystal Palace à Londres. Alors, leur autre destination de Fekri, donc, c'est le Congrès des orientalistes qui se tient cette année-là en Suède. Abdallah Fekri est en effet le chef de la délégation et son fils l'accompagne pour lui servir de traducteur. Mais tous deux présentent finalement une intervention. L'un et l'autre interviendront au congrès. Amin Fekri interviendra sur la nécessité de continuer à se servir de l'arabe littéraire à l'écrit et non pas du dialectal. Alors, son texte fourmille de détails sur toutes les sessions du Congrès, les diverses délégations, la réception que leur réserve le roi Oktar II de Suède, qui préside le Congrès. Il y a aussi toutes sortes de détails sur les excursions, les banquets auxquels on les invite. Et là, j'ai trouvé un menu voilà, de l'un de ces dîners. Je ne sais pas si on servait de la cuisine égyptienne, mais en tout cas, vous voyez qu'il y a un beau sphinx là sur la couverture du menu. Alors, en plus des deux destinations que j'ai citées, les deux Fekri visitent plusieurs villes, aussi bien à l'aller qu'au retour, Trieste, Venise, Lucerne. Nous y reviendrons, Londres, Rotterdam, La Haye, Leyde, où ils vont voir la bibliothèque, Amsterdam, Cologne, Copenhague, etc. Bon, alors alors maintenant j'en viens à mon préféré, si vous voulez. Alors là, de tous les voyageurs partis en Europe, le plus talentueux à mon sens par son style, le plus spirituel, le plus original, le plus cultivé, c'est sans doute Ahmad Zaki Basha. Vous l'avez sur la photo à 55 ans, je n'ai pas trouvé une autre photo plutôt, mais enfin, et ça m'a paru tellement intéressant, tellement bien écrit que je me suis lancée dans la traduction intégrale des deux récits de voyage qu'il a publiés. Le premier qu'il a écrit à l'âge de 25 ans porte un titre minimaliste, Le départ pour le Congrès, Lettres d'Europe, alors que nous allons voir, il s'agit de quelque chose de très important avec beaucoup l'allusion à beaucoup de pays. Alors, pourquoi le départ pour le Congrès? Car lui aussi part pour un congrès orientaliste, celui de 1892 à Londres, mais cet événement n'occupe qu'une dizaine de pages dans son livre. Alors, le réel plaisir que l'on a à lire ce texte, c'est qu'il y a toutes sortes d'observations très personnelles. Alors ici, vous voyez
sur la gauche, la première édition de Safar il al-Mu'tamar, et puis à droite, la traduction par mes soins, disons, du départ pour le congrès aux éditions Sud. Alors, le charme du livre, si vous voulez, tient aux observations qu'il fait à tout propos lors de la visite de 6 pays européens, l'Italie, la France, l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Espagne, le Portugal, Monaco. Monaco, comme il remarque, comme tous les voyageurs égyptiens, qu'on ne paye pas d'impôts à Monaco. Bon. Et puis donc, une sorte de paradis. Puis ensuite, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire qu'il ne visite pas seulement des lieux touristiques, c'est-à-dire des musées, des palais, des églises, des jardins, des théâtres et même des cimetières, mais il a également la curiosité d'aller dans les bibliothèques et surtout dans toutes sortes d'écoles. Alors les écoles pour aveugles, pour sourds-muets, mais il va aussi voir au Pays de Galles les mines de charbon pour être le premier à avoir parlé du fonctionnement des mines de charbon. Il s'intéresse beaucoup aux sociétés caritatives et à leur fonctionnement, donc dans plein de pays, surtout la France. Il parle des marchés. Et alors dès qu'il a entendu qu'à Paris, il y a une patinoire appelée le Pôle Nord, qui vient d'être inaugurée à la place de Clichy, eh bien, il y va précipitamment et il éprouve tant d'admiration pour les circonvolutions pleines de légèreté des patineurs qu'il va jusqu'à chausser lui-même des patins. Mais alors, tout à coup, il se retrouve lourdeau comme un éléphant, essaie de s'accrocher désespérément à son moniteur et finit par tomber sur ce qu'il appelle son pôle sud, autrement dit sur son postérieur. Bon. Alors ajoutons qu'en faisant un long détour par la péninsule ibérique vers la fin de son voyage dure 6 mois, 6 mois, il est à l'origine de tout un courant de voyageurs qui se rendront en Espagne par nostalgie pour l'Andalousie. Alors là, dans l'exemplier, vous trouverez un extrait que j'ai trouvé amusant sur Londres, c'est-à-dire qu'il parle du harcèlement auquel on est soumis dans les rues, partout dans les transports, à cause des annonces publicitaires qui, évidemment, à cette époque, n'existent pas en Égypte. On aimerait bien retourner à cette époque-là. Voilà. Alors, 8 ans plus tard, Ahmed Zaki repart pour un voyage presque entièrement consacré à l'exposition universelle de 1900. Et il intitule son livre « Donia fi Paris », mais il lui donne aussi lui-même un titre français. Alors, Donia, comme vous savez, ça veut dire le monde, et également l'univers, mais lui choisit plutôt l'univers pour faire une sorte d'écho entre univers et exposition universelle. Alors c'est un texte extraordinairement bien documenté, avec un réel effort pour décrire les inventions, les machines, les réalisations architecturales les plus impressionnantes, les moyens de circulation, comme le trottoir roulant ici, que vous voyez ici, formé de 3 passerelles, une immobile et puis 2 autres, l'une qui marchait à 4 km à l'heure, l'autre à 8 km à l'heure. Et ça avait beaucoup de succès, ça permettait de voir différents sites de l'exposition sans trop se fatiguer, mais parfois on tombait, comme ici, sur la photo. Alors le fonctionnement de toutes les machines est expliqué avec beaucoup d'intelligence, mais en même temps le texte reste léger par l'effet que l'auteur est également un flâneur dans l'âme qui sait nous faire partager ces moments d'extase devant certaines vues, comme ici le pont Alexandre III, et à partir de ce pont, on voyait la rue des Nations avec différents pavillons, dont le pavillon de Turquie, d'Allemagne, etc. Alors, sans compter que c'est un excellent conteur qui sème son récit d'anecdotes de toutes sortes. Même il y a une anecdote culinaire où il parle de sa curiosité de voir à quoi ressemble le goût des cuisses de grenouille. Enfin, évidemment, plat
qui est totalement ignoré en Égypte et même qu'on considère avec une certaine terreur. Et puis alors donc il y a toutes sortes de comparaisons amusantes avec l'Égypte. Alors il faut bien comprendre que ces expositions universelles étaient des événements planétaires qui attiraient des millions de visiteurs venus de partout. Alors l'ouvrage de Ferdenay et Firdabous, intitulé, là je le traduis tout de suite en français, Les impressions des voyageurs arabes aux expositions universelles, et fait un recensement de tous ceux, enfin venus des pays arabes, qui ont laissé un récit de leur visite lors des expositions de la deuxième moitié du XIXe siècle, donc de 1851 à 1900. Et pour 1900, il dénombre plus d'une quinzaine de ces voyageurs arabes. Alors, parmi lesquels, enfin quand je dis parmi lesquels, là je vais parler surtout des Égyptiens, donc il y a Yaqub Sannour qui se fait appeler le Cheikh Abou Naddara, soit un personnage très pittoresque. Ayant perdu la faveur du Khedive Ismaïl, qu'il avait surnommé le Molière égyptien, parce qu'il avait écrit plusieurs comédies, mais en dialectal. Yaqub Sannour, donc, ayant perdu cette faveur du Khedive, s'exile volontairement à Paris, prend le nom de James Senoua. Mais au bout d'un moment, frustré de passer totalement inaperçu, il s'invente un personnage et s'habille à l'oriental du turban jusqu'aux babouches, à l'exception des lunettes, donc justement, bon, pas tout à fait oriental. Et donc, il fait montre de ses talents de caricaturiste, de polyglotte, dans ce qu'il appelle les journaux d'Abou Naddara. Il y en a plusieurs, ce sont des journaux bilingues, et il devient aussi le chantre inconditionnel de la grandeur française, voire du colonialisme français. Alors on lui doit un guide pratique des expositions, enfin sur Paris et son histoire, publié justement avant l'exposition de 1900 en arabe et en français. Alors, un autre voyageur très connu, vraiment qui a un grand talent littéraire, c'est Mohamed El-Mouelhi, qui lui écrit dans un esprit totalement différent. Il est l'auteur du premier roman de critique sociale en Égypte, à savoir Ce que nous conta Issa ibn Hisham. Il décide, alors vous voyez, de donner une suite à ce roman satirique. Si vous voulez vous amuser en découvrant ce qu'était le Caire, enfin de façon très, très ironique, le Caire, les différentes classes sociales, les bas-fonds du Caire, etc. Donc en 1900, je vous conseille ce livre, donc il reprend les mêmes personnages, les mêmes protagonistes et les transporte à l'exposition universelle. Il en résulte un documentaire fiction intitulé Le Second Voyage, Rihla Saniya, mais que j'ai traduit en français par 3 Égyptiens à Paris. Voilà, les 2 livres sont parus aux éditions du Jasmin. Dans 3 Égyptiens à Paris, le dispositif à plusieurs voix permet à Mouelhi trois voix égyptiennes, donc, dont l'une est celle d'un représentant, vous savez, du touriste grincheux, grognon, rien ne lui plaît, etc., alors que les 2 autres ont des avis, l'un est très admiratif, l'autre un peu dubitatif. Donc on a 3 voix égyptiennes, et aussi pour maintenir le dialogue avec l'Occident, on a un philosophe français qui devient leur ami et avec lequel il dialogue. Alors, tout cela permet à Mouelhi de confronter des avis différents, pour et contre le colonialisme, pour et contre la réputation de Paris comme capitale des grandes valeurs morales, pour et contre les musées, pour et contre cette débauche de richesse affichée par les expositions. Et là, on voit par exemple la très fastueuse porte monumentale décorée de milliers de lampes multicolores. Alors là, à ce propos, on se posera la question, est-ce que la Tour Eiffel est une merveille architecturale ou est-ce que c'est l'expression de l'arrogance humaine, comme la Tour de Babel, etc. Alors, le seul objet de curiosité, mais vraiment le seul, qui fait l'unanimité des 3 protagonistes, c'est quoi? Eh bien, le village suisse.
Le village suisse, voilà, à l'exposition universelle de 1900, ils suscitent leur enthousiasme, même le plus grincheux. Et là, vous avez dans l'exemplier, vous avez un extrait de Mouelhi. Et ils se laissent complètement prendre au piège de l'illusion, considérant qu'ils ont devant eux un morceau de la nature pure et intacte, magiquement transporté de Suisse, avec vaches laitières. Alors il n'y a pas les yodelais, etc., mais il y a les grandes chopes de lait, les jeunes femmes souriantes et qui offrent donc des produits suisses, etc. Alors, d'autres Égyptiens ont pour leur part réellement, vous voyez la transition, réellement foulé le sol de la Suisse et navigué sur ces lacs. Alors là, j'en ai dénombré 8 jusqu'à présent, partis entre 1875 et 1925. Certains sont restés 4-5 jours, comme les deux Fekri, père et fils, dont nous avons parlé, ou bien encore Naguib el-Gindi, que vous trouvez sur la liste. Les autres, en revanche, restent plus longtemps et séjournent même dans plusieurs villes, comme Hassan Tawfi el-Adl, mais la palme revient certainement à Mohamed Heikel, rousseauiste dans l'âme, qui, nous allons le voir, visite la Suisse plusieurs fois, l'une en 1911 à 20 ans, alors qu'il étudie le droit à Paris, et l'autre, ou bien les autres fois, car il s'agit de plusieurs étés successifs, 14 ans plus tard, et nous verrons pour quelles raisons. Alors, ne pouvant me pencher sur chacun d'eux, j'en ai choisi 3 que je vous présenterai, puis je tenterai de mettre en relief les constantes de l'image de la Suisse chez l'ensemble de ces voyageurs. Je commence par Nakhla Saleh, dont on ne sait presque rien. C'est-à-dire que je n'ai pas trouvé de portrait de lui, on sait simplement que c'est un Arménien catholique de nationalité égyptienne et qu'il entreprend un tour d'Europe en 1875, je dirais, entraîné, avoue-t-il, par une irrépressible curiosité pour ces contrées. Alors, ce qui l'intéresse de façon obsessionnelle, ce sont les églises, et partout dans chaque ville, il fait l'inventaire des églises, des cathédrales, etc. Alors, pour Genève, il commence, alors là, vous avez dans l'exemplier un extrait de son arrivée à Genève. Il était à Lyon, il arrive à Genève 6h30 plus tard en chemin de fer, et il commence par des généralités sur l'emplacement de Genève, ses ponts, l'île Jean-Jacques Rousseau, la population qui était alors de 50 000 habitants. La particularité de son récit, c'est qu'à un moment, il fait comme dans les guides qu'on a, guides bleus et autres, il nous propose un itinéraire à pied complet que l'on peut effectuer depuis la tour de l'île, qui, nous explique-t-il, possède 3 cadrans avec respectivement l'heure de Genève, de Berlin et de Paris, tour située sur la place Bel-Air, comme vous le savez, et le parcours se poursuit jusqu'au cœur de la vieille ville, en passant par la rue de la Thoraterie, la place Neuve avec le Musérat et le Grand Palais, pour aboutir à la cathédrale Saint-Pierre. Et après avoir emprunté un chemin qui passe près de l'église russe, notre promeneur redescend ensuite vers le Léman et poursuit jusqu'au jardin anglais. Alors là, c'est intéressant parce qu'il y a un témoignage d'époque tout de même. Il parle de la rue des Allemands, et quand j'ai regardé sur la carte, je ne l'ai pas trouvé, mais en fait, c'était l'ancien nom de la rue de la Confédération. Et il y a eu un changement donc du nom de cette rue lors de la Première Guerre mondiale. Maintenant, je passe au cas de Hassan Tawfi el-Adl, qui est un peu particulier pour d'autres raisons. Alors là, c'est un azhariste d'une intelligence exceptionnelle, reconnue par ses pairs et par ses professeurs. Il est invité à enseigner la langue et la littérature arabe à l'université de Berlin. Il s'intègre très facilement, d'abord parce qu'il porte l'habit occidental, mais il garde son tarbouche de temps en temps. Alors, il apprend très vite l'allemand, c'est-à-dire qu'au bout d'un an, il est capable de traduire des textes. C'est vrai qu'on lui avait donné un professeur particulier qui lui donnait 4 à 5 heures d'allemand par jour, mais son séjour dure de 5 ans et lui inspire 2 récits. L'un intitulé « Le voyage à Berlin », qui alterne des anecdotes personnelles et des développements sur l'histoire de la ville, les mœurs, les habitants. Il est très choqué d'apprendre
que dans certains magasins, on n'emploie pas de juifs, d'israélites. Donc, c'est pour vous dire qu'en creux, on voit qu'en Égypte, évidemment, ça passerait pour quelque chose d'inimaginable. Ça passe pour quelque chose d'inimaginable. Donc, il continue avec la biographie de Bismarck, l'histoire de la Prusse, beaucoup de remarques sur un sujet qui le passionne tout particulièrement, la pédagogie. Il va même écrire un livre qui s'appelle Il Pédagogia, en disant qu'il faut absolument que les filles et les garçons reçoivent la même éducation, etc. Bon. Et ensuite, il va avoir beaucoup de formules sur l'importance de l'éducation en disant que c'est cela qui forme une société. Le fondement même d'une société, c'est l'éducation. Alors le second récit auquel il nous invite, c'est un voyage touristique en Rhénanie qui commence par une croisière sur le Rhin. Là, il y a toutes sortes de légendes qu'il rapporte, dont celle de la Loreley. Et ensuite, il poursuit en Suisse et en Bavière. Et là encore, il alterne les excursions à Interlaken, par exemple, ou à Lucerne, et les visites d'école. Ça, c'est très important. On retrouve ce thème, ces visites d'école sont très importantes. À Norda, par exemple, une école secondaire à Bâle, où il assiste à un cours de gymnastique. Il dessine, ce qui n'est pas très difficile, une corde suspendue au plafond pour expliquer comment on fait. Et il va voir également une école de filles à Zurich, et là il tombe sur un cours de travaux manuels. Son statut de professeur d'université à Berlin lui ouvre toutes les portes, il faut bien le dire. Il a une rencontre très intéressante et très chaleureuse avec des instituteurs à Zurich qui lui permet de mieux connaître les nouvelles méthodes d'enseignement. Et d'ailleurs, toutes sortes de professeurs sont là pour lui offrir des manuels scolaires. Mais ne pouvant se charger de tout cela, il va rester un jour pour prendre des notes. Et il va introduire dans son texte des développements informatifs sur l'histoire de la Suisse, des villes où il séjourne, comme Berne et Lucerne, dont il décrit le pont avec beaucoup de détails, s'intéressant à son étymologie, Lucerne venant du mot lucerna, donc latin. Il nous propose aussi, à propos de Zurich, une courte biographie de Pestalozzi, natif de Zurich comme vous savez, un résumé des idées de Rousseau en pédagogie. Lorsqu'il visite Lucerne, il va contempler, comme d'autres voyageurs avant lui, le lion de Lucerne, sculpté en mémoire des gardes de Louis XVI, massacré lors de la Révolution française. Et pour lui, évidemment, comme pour les autres, c'est un exemple d'héroïsme tout à fait extraordinaire, puisque la Suisse n'est pas une monarchie, mais en même temps, ses gardes ont été fidèles au roi jusqu'au dernier moment, au roi de France. Alors, parmi les récits légendaires qui retiennent l'attention de Hassan Tawfi el-Adl, il y a celle de Guillaume Tell qu'il met, alors c'est tout à fait intéressant, en parallèle avec l'histoire de Antar ibn Shaddad. Les deux hommes symbolisant, Antar ibn Shaddad est un poète et chevalier de l'ère anti-islamique. Alors les deux hommes symbolisent pour lui la figure du rebelle. Hussein Haeckel, alors là c'est très important, a lui aussi à son actif 2 récits de voyage en Europe, mais avec un intervalle de 14 ans entre le premier et le deuxième voyage. Là nous le voyons tout jeune, et chaque fois il visite la Suisse. La première fois il est âgé de 21 ans. Il est installé à Paris où il fait ses études de droit. Justement, comme je vous le disais, le français est devenu obligatoire pour tous ceux qui choisissaient cette carrière. Et il tient un journal de ses 3 ans de séjour là-bas. Durant l'été 1911, il a la curiosité de visiter Genève, Lausanne, mais aussi Brienz, Lucerne, Interlaken. À Ouchy, il réside à l'Hôtel d'Angleterre, le même, dit-il, où était descendu Byron. Et d'ailleurs, son texte est rempli d'évocations d'écrivains, dont, bien entendu, Rousseau, qui est son maître à penser, celui qui a le plus marqué sa sensibilité, comme on peut le remarquer dans les descriptions rêveuses qui jalonnent toute la partie du journal de Haeckel relative à la Suisse. Alors, 14 ans
plus tard. Là, c'est le même homme, mais vous avez vu qu'il a un peu changé. Alors, 14 ans plus tard, il a eu une carrière politique très importante, etc. Alors, là, quelques mois après avoir perdu son petit garçon de 6 ans, il repart, mais cette fois-ci avec sa femme, pour remédier, si vous voulez, à la mélancolie où l'avait plongé la mort de ce petit garçon. Alors, il réside quelques jours à Paris, puis à Londres, et se rend en Suisse. Le chapitre consacré au voyage en Suisse débute par une citation, et ça c'est très révélateur, tirée des Confessions. C'est le passage où Rousseau parle du bonheur paradisiaque qu'il a connu aux Charmettes, et par, si vous voulez, par sous-entendu, il y a également pour Haeckel l'idée du paradis que l'on peut trouver donc en Suisse. Alors, tout au long du texte, on est frappé de voir à quel point les descriptions de la nature portent l'empreinte de Rousseau. D'ailleurs, c'est dans ces années-là que Haeckel publie 3 essais consacrés à Rousseau, à sa vie, à ses œuvres. Selon Haeckel, la Suisse est capable d'extirper la tristesse du cœur le plus accablé. Parmi les phrases très révélatrices de l'esprit de son texte, il y a celle-là. La nature, je l'ai mise aussi dans l'exemplier, la nature, dans sa justice, a récompensé ce peuple suisse, pour son amour de la beauté, en se faisant encore plus belle et plus resplendissante au cœur même des Alpes. Je me permets juste de lire très rapidement aussi le premier extrait que j'ai mis, enfin c'est le 7e. Alors, comme nous devions quitter Lausanne pour Interlaken, nous avons traversé le Léman jusqu'à Montreux et pris le train jusqu'à la Jungfrau. Ici, ma plume reste paralysée. Si je tente de décrire cette route dont chaque recoin laisse votre regard stupéfait et vous saisit le cœur, car à chaque instant se présente à vous de nouvelles beautés. Le bateau passa par Vevey, et c'est alors que je me souvins de Rousseau et de la Nouvelle Héloïse, ainsi que de Byron et de Shelley. Je compris et j'excusais la folle passion de la nature et l'adoration pour la beauté que ces paysages avaient allumée dans leur âme. Voilà, donc ici je dirais que la prose du texte, pas seulement ici, mais enfin dans d'autres passages, devient poétique pour traduire la fascination ressentie devant l'harmonie qui se dégage de beaucoup de paysages. Contrairement à d'autres voyageurs, Haeckel n'a aucun empressement de visiter la Société des Nations, alors que d'autres y venaient parce que vous savez que l'Égypte demandait son indépendance et donc la Société des... Beaucoup de requêtes allaient vers la Société des Nations, mais en vain, hélas. Alors, il préfère, lui, entreprendre une excursion du côté du Salève, explorer ensuite la Suisse alémanique. Leur guide Baedeker à la main, ils parviennent, enfin lui et sa femme, à varier les plaisirs. Plaisir culturel avec à Genève une soirée passée à la Comédie, parce que sa femme aussi est francophone. Plaisir du confort, descendre à l'hôtel Beau Rivage à Ouchy, ou bien plaisir de la simplicité encore. Il réside dans un hôtel très fruste au haut du Salève, mais trouve que l'omelette qu'on leur offre au déjeuner, enfin au dîner, est absolument succulente et bien plus savoureuse que celle qu'on goûte dans les grands hôtels. Il y a aussi le plaisir des sensations fortes en montant dans le funiculaire de la Jungfrau, mais aussi le plaisir de la découverte spéléologique parce qu'ils vont pénétrer dans les grottes de Saint-Béatus, dans l'Oberland bernois, etc., etc. Alors 2 ans plus tard, toujours en été, ils reviennent, lui et sa femme, visiter la Suisse, mais ils se tournent plutôt vers Berne et Zurich. Alors il y a un chapitre tout à fait extraordinaire plein d'exaltation, qui s'appelle les fêtes de la Suisse, et il donne d'abord au mot fête, si vous voulez, un sens un peu métaphorique en parlant de la nature en fête, avec ses glaciers, ses lacs, ses forêts, l'extase permanente à laquelle on est invité en contemplant ces paysages. Puis le mot fête acquiert un sens plus concret, en référence à la fête nationale suisse, puisque se trouvant à Zurich le 1er août, Haeckel et sa femme
voit partout des drapeaux, des gens portant des insignes, des manifestations de bonne humeur, des cortèges chantants, et finissent par comprendre qu'il s'agit de l'anniversaire de la Confédération helvétique. Alors l'enthousiasme ambiant étant très contagieux, ils mettent leurs plus beaux vêtements, leurs plus beaux habits, achètent eux aussi des insignes et vont assister au feu d'artifice qui se donne le soir sur le lac. Il s'ensuit bien entendu un éloge de la Suisse comme patrie de la liberté. Voilà. Alors, maintenant, l'image de la Suisse, disons que chez tous ces voyageurs, on remarque trouve une image très favorable de la Suisse, nation admirée aussi bien pour la beauté de ses paysages naturels que pour la beauté des valeurs qu'elle pratique, que ses habitants pratiquent. Chez beaucoup de voyageurs revient l'idée que c'est un pays qui pendant longtemps a été pauvre en ressources, ce qui a forcé les habitants à émigrer pour subsister. Ils parlent, par exemple, certains voyageurs parlent des gardes suisses, d'autres des horlogers qui ont travaillé dans plusieurs pays différents. Mais c'est un pays qui a su s'adapter à la modernité, et c'est ça qu'ils admirent, en devenant une destination touristique majeure. Ils font allusion aux écoles d'hôtellerie, aux hôtels de luxe, mais des hôtels de luxe qui restent abordables pour un porte-monnaie égyptien. Une nuit est à 60 piastres, oui, à 60 piastres égyptiennes en 1920. Un déjeuner copieux est à 10 piastres en 1889. Ils parlent de la clientèle cosmopolite et disent que partout où l'on va, que ce soit sur les bateaux ou dans les hôtels ou même au sommet du mont Rigi, eh bien, on trouve soit des Égyptiens, soit des personnes qui ont été en Égypte. Alors, c'est un pays qui, disent-ils, à qui Rousseau a transmis son culte de la nature, auquel vient s'ajouter, aussi bien pour les habitants que pour la municipalité, le culte de la propreté. Alors là, je ne résiste pas à cela, à cette petite phrase. Nous sommes partis de Genève. C'est une phrase que l'on trouve chez Mohamed Sabit. Nous sommes partis pour Genève, cette ville qui méduse le voyageur par la propreté on ne peut plus méticuleuse de ses rues, de ses habitations, de ses habitants et même de ses réverbères, ornés de fleurs et surmontés de lampadaires étincelants de blancheur. Alors, je dirais, ce ne sont pas seulement des récits de voyage qui ressembleraient à des cartes postales, mais il y a une curiosité de tous ces voyageurs pour d'autres aspects. Par exemple, pour mieux connaître la population ou en savoir plus. Pour eux, c'est un pays qui a cette qualité que la majorité des femmes y travaillent. On donne une statistique, il y a 1 million de femmes sur 4 millions de personnes qui travaillent, des écoles très performantes, des universités qui ont une excellente réputation. Certains voyageurs même demandent à assister à des cours à l'université, mais on leur dit non, il fallait demander un petit peu avant, 2 jours avant, etc. Donc, ils apprécient dans le caractère suisse que les habitants ne vous posent jamais de questions indiscrètes, qui sont moins sophistiqués qu'en France et plus accueillants. Donc Fekri, par exemple, et son fils disent qu'ils ont été très bien accueillis. Enfin, on reconnaît leur tarouche et donc même au sommet du Rigi, on leur fait un très bon accueil et ils trouvent que partout il y a une sorte de force tranquille tout à fait réjouissante chez tous les habitants qu'ils rencontrent. Voilà. Alors j'espère que ce tour d'horizon aura réussi à vous démontrer l'intérêt de ces récits qui commencent à être disponibles dans des éditions critiques. Il leur manque surtout un public de lecteurs. Je pense qu'ils le méritent et ce sont des témoignages très précieux, me semble-t-il, de la connaissance approfondie qu'avaient les intellectuels égyptiens de la culture occidentale, mais aussi de tout l'effort, de tout le rôle qu'ils ont joué pour entrer en dialogue avec cette culture et contribuer à la diffuser à un moment capital de l'histoire de leur pays. Merci. Merci beaucoup, Madame l'Assemblée. On va prendre quelques questions. Je pense que... Probablement. Non, ça va.
Voilà, alors on va pouvoir peut-être prendre quelques questions.